Le premier cavalier de l'Apocalypse n'est pas qui vous pensez. Il existe un mot qui a été systématiquement mal traduit depuis près de 2000 ans. Un mot qui apparaît dans le texte grec original de l'Apocalypse, mais que les versions officielles ont préféré adoucir, domestiquer. Pourquoi? Qu'y avait-il de si perturbant dans cette traduction littérale pour que des scribes médiévaux préfèrent réécrire le texte à la main 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce que la vérité originale disparaisse sous des couches d'encre plus digestes? Si vous êtes du genre à préférer le doute inconfortable au mensonge réconfortant, abonnez-vous. Ici, nous lisons ce qu'ils ont essayé d'effacer. Avertissement. Ce documentaire utilise des images générées par IA à des fins illustratives. Bien que le visuel soit synthétique, le contenu est le fruit d'une recherche rigoureuse basée sur des sources historiques et scientifiques réelles. Source dans la description. Le mot en question se trouve dans la description du premier cavalier. Dans le grec original, quand le texte dit qu'il sortit pour vaincre, il utilise le terme nikao. Mais il y a une nuance qui s'est perdue. Une différence entre conquérir par la force et conquérir par la séduction. Entre gagner une bataille et vaincre sans que la victime ne s'aperçoive qu'elle était en guerre. Dans des manuscrits préservés dans des bibliothèques privées, loin de la portée des révisions officielles, certains copistes ont laissé des annotations dans les marges. De petites observations qui ne sont jamais parvenues aux versions populaires. L'une de ces notes, découverte dans un codex du IVe siècle, conservé dans un monastère isolé des Alpes, porte une observation inquiétante. Ce cavalier ne brandit point d'épée. Pourquoi? La question demeure sans réponse dans les registres officiels. Mais l'absence de l'épée n'est pas accidentelle. L'Apocalypse a été écrite durant l'apogée de l'Empire romain, une période où Rome avait perfectionné quelque chose que peu d'empires avant elle avaient réussi, conquérir sans paraître conquérir. Ils n'arrivaient pas dans les villes en brûlant les temples et en pillant. Ils arrivaient en offrant protection, infrastructure, ordre, ils arrivaient comme des sauveurs, et quand vous vous en rendiez compte, votre langue, vos lois, vos dieux, tout avait été remplacé, sans guerre, sans sang. Juste une transition si douce qu'elle semblait naturelle. Le premier cavalier monte un cheval blanc, blanc comme la pureté, blanc comme la légitimité. Il porte un arc, non, une épée. L'arc frappe à distance. Vous ne voyez même pas d'où vient la flèche. Il reçoit une couronne, mais ne conquiert pas un trône par la force. La couronne lui est remise. Par qui? Le texte ne le dit pas. Et c'est peut-être justement cette lacune qui dérange le plus les érudits qui ont tenté de déchiffrer la symbolique. Pendant des siècles, l'interprétation dominante fut réconfortante. Le cavalier blanc serait le Christ lui-même, venant établir la justice. Une lecture qui transformait le premier sceau de l'Apocalypse en promesse d'espoir, non d'avertissement. Mais des versions tardives du texte, trouvées dans des régions périphériques de l'Empire byzantin, suggèrent une interprétation bien différente. Dans des annotations marginales de scribes arméniens et coptes, il y a des indices que ce cavalier représentait quelque chose de bien plus sombre, le pouvoir qui séduit avant de dominer. Il y a quelque chose de perturbant dans la précision de cette symbolique lorsqu'elle est observée aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'affirmer que le texte ancien prévoyait des événements spécifiques du XXIe siècle, mais de reconnaître des motifs qui se répètent, le pouvoir qui se présente comme solution, l'autorité qui est concédée, non conquise, une conquête qui se produit sans que nous percevions être conquis. Considérons un instant des figures qui ont réorganisé le discours global ces dernières années. Donald Trump n'a jamais eu besoin d'un coup d'État militaire pour transformer le paysage politique américain. Il a simplement occupé un récit qui existait déjà. La méfiance envers les élites, le sentiment d'abandon de certaines régions, la perception que le système fonctionnait pour quelques-uns. Il n'a pas créé ce récit, il l'a monté comme on monte un cheval qui était déjà scellé. Et quand il est monté au pouvoir, ce ne fut pas par conquête militaire, mais par un processus électoral
qu'il a lui-même questionné, mais qui a tout de même légitimé son autorité. La couronne a été remise par le système même qu'il critiquait. Mais il y a quelque chose de plus subtil dans cette dynamique. Trump a représenté une rupture avec les codes traditionnels de la politique, mais en même temps a consolidé des formes de pouvoir qui vont au-delà de la présidence. Il a montré comment l'autorité moderne fonctionne plus par la mobilisation de symboles que par l'administration technique. Comment la réalité peut être réorganisée par la répétition de récits. Comment des foules peuvent être mobilisées non par des promesses concrètes, mais par la sensation d'appartenance à une restauration historique. Le cavalier blanc de l'Apocalypse avance pour vaincre, non pour gouverner, administrer ou améliorer, pour vaincre. La victoire comme fin en soi. Parallèlement, sur un plan moins visible, mais peut-être plus déterminant, des figures comme Elon Musk représentent une forme de pouvoir qui n'a pas besoin d'élection ou de légitimité populaire. Musk contrôle des infrastructures qui organisent la vie quotidienne de milliards de personnes, communication à travers le contrôle de plateformes numériques, transport à travers des innovations dans les véhicules électriques et des projets de transport public, énergie à travers des technologies solaires et des systèmes de stockage. Même l'exploration spatiale, qui pendant des décennies fut l'exclusivité d'États nationaux, dépend maintenant de ces initiatives privées. Il y a quelque chose d'inquiétant dans cette concentration. Non parce que Musk serait une figure maléfique, il ne s'agit pas de jugements moraux, mais parce qu'il représente un modèle d'autorité qui échappe au contrôle traditionnel de la démocratie. Il n'a été élu par personne, mais ses décisions affectent plus de vies que la majorité des politiciens élus. Il peut altérer des algorithmes qui déterminent ce que des millions de personnes voient, lisent et croient. Il peut modifier des politiques d'utilisation de plateformes qui influencent des élections. Il peut décider quelles régions de la planète auront accès à Internet via satellite durant des conflits. Et tout cela se produit à travers des entreprises privées, hors de la portée directe de toute accountability démocratique. Dans certains manuscrits préservés de l'Apocalypse, il y a un passage qui attire l'attention. Le cavalier blanc reçoit une couronne. Dans le grec original, le verbe suggère que la couronne lui est donnée, non conquise. Par qui? Le texte ne le spécifie pas. Mais la dynamique suggère qu'il y a des forces qui concèdent l'autorité sans que le processus soit transparent ou questionnable. Musk a reçu sa couronne à travers le succès entrepreneurial et l'innovation technologique. Personne n'a contesté ce processus. Après tout, il a créé des produits que les gens voulaient, des solutions que le marché demandait. Mais le résultat est une concentration de pouvoir qui échappe aux mécanismes traditionnels de contrôle social. Cette dynamique devient encore plus complexe lorsque nous observons comment ces deux types de pouvoir, le politico-narratif de Trump et le technologico-structurel de Musk, y ont commencé à converger. Durant la campagne de 2024, Musk a utilisé sa plateforme numérique pour amplifier des récits favorables à Trump. Il ne s'agissait pas seulement de soutien politique, mais de quelque chose de plus structurel. Le contrôle d'infrastructures de communication étant utilisé pour influencer des processus démocratiques. Le cavalier blanc qui avance avec son arc, atteignant des cibles à distance, sans que les victimes ne voient d'où vient le tir. Mais suivez mon raisonnement jusqu'ici. Ce qui effraie réellement n'est pas seulement cette concentration de pouvoir, mais le fait qu'elle se produise à travers des processus qui semblent naturels, inévitables. Trump a été élu démocratiquement. Musk a construit son empire à travers l'innovation et le mérite entrepreneurial. Des organismes internationaux comme le Forum économique mondial proposent des changements systémiques à travers des panels d'experts et des consultations techniques. Tout semble légitime, tout semble nécessaire, tout semble se produire pour les bonnes raisons. Et c'est exactement cette apparence de légitimité qui rend la symbolique du cavalier blanc si perturbante. Il n'est pas décrit comme un tyran évident,
un dictateur qui arrive en brûlant des villes. Il est décrit comme une force qui reçoit une autorité reconnue, qui avance avec des méthodes sophistiquées, qui vainc avant même que la guerre ne soit déclarée. Le pouvoir séducteur est infiniment plus dangereux que le pouvoir oppresseur, parce que celui qui est séduit collabore volontairement à sa propre subjugation. Des documents internes du Forum économique mondial, rendus disponibles par des fuites et des rapports officiels, montrent comment le langage de restructuration globale et de transformation systémique est délibérément construit pour sonner comme une nécessité technique, non comme un projet politique. Des expressions comme « nouvelle normalité »,« build back better » et « great reset » sont présentées comme des réponses inévitables à des crises objectives, et pandémie, changement climatique, inégalité, mais le langage est le même que celui que les empires ont utilisé au long de l'histoire pour justifier des expansions, présenter la conquête comme un salut. Je ne suis pas en train de suggérer qu'il existe une conspiration coordonnée pour accomplir des prophéties bibliques. Ce que je suggère est quelque chose de peut-être plus perturbant. Que les modèles de pouvoir décrits dans l'Apocalypse se répètent dans l'histoire humaine parce qu'ils correspondent à des tendances structurelles de la manière dont l'autorité est construite et légitimée. Le cavalier blanc n'est pas une personne spécifique. C'est un archétype, un modèle, une dynamique qui réapparaît chaque fois que des sociétés affrontent des crises qui laissent des populations disposées à accepter des solutions autoritaires, pourvu que ces solutions soient présentées comme un salut. Rome offrait ordre, sécurité et prospérité à des peuples qui vivaient en guerre constante. En échange, ils demandaient seulement une soumission culturelle, fiscale et politique. La majorité a accepté l'accord de bon gré. Ils furent conquis sans s'apercevoir qu'ils étaient en train d'être conquis. Le cavalier blanc était passé par leur ville, et ils n'avaient même pas remarqué qu'ils étaient dans une guerre. Aujourd'hui, des crises simultanées, sanitaires, économiques, technologiques, environnementales, créent des conditions similaires. Des populations disposées à accepter des transformations profondes, pourvu que ces transformations soient présentées comme des solutions nécessaires. Et il y a des forces organisées avec des ressources et une infrastructure suffisante, prêtes à offrir ces solutions. L'arc est tendu. La couronne est en train d'être préparée. Le cavalier blanc est en train de sceller son cheval. La question que l'Apocalypse nous laisse n'est pas quand cela va arriver. La question est de savoir si cela n'est pas déjà en train d'arriver de manière si douce et séduisante que nous ne le remarquons même pas, si nous n'avons pas déjà remis notre autorité à des forces qui ont promis de nous sauver, alors qu'elles construisaient soigneusement notre dépendance. Si nous ne sommes pas déjà en train d'être conquis par qui se présente comme notre libérateur. Dans des notes marginales d'un manuscrit du XIIe siècle, préservé dans la bibliothèque d'un monastère bénédictin, il y a une observation qui n'a jamais été incorporée aux versions officielles. Le premier cavalier est le plus dangereux car il est le seul qui ne paraît pas dangereux. L'encre de cette annotation est délavée, presque illisible. Quelqu'un a essayé d'effacer cette phrase, plus d'une fois. Mais il est encore possible de la lire si vous savez où chercher et avez la patience de déchiffrer ce qui est resté sous les couches d'effacement. Il est peut-être temps de prêter attention à ce qu'ils ont essayé d'effacer. Il y a un document qui a circulé de manière restreinte parmi des entrepreneurs américains au début de 2021. Il n'a pas été divulgué publiquement. Il n'apparaît pas dans les archives officielles, mais des copies ont fuité vers certains réseaux de chercheurs indépendants, et le contenu est perturbant par sa franchise. Le titre traduit librement serait quelque chose comme « Infrastructure d'opinion, comment façonner le consensus à l'échelle mondiale ». Le document ne mentionne pas l'Apocalypse, évidemment, mais il décrit avec une précision technique comment implémenter exactement ce que le premier cavalier symbolise, vaincre sans déclarer la guerre. Le texte commence par une prémisse simple. L'opinion publique ne se forme pas organiquement.
elle est construite par la répétition coordonnée de récits sur de multiples canaux simultanés. Ensuite, il détaille comment différentes plateformes numériques peuvent être synchronisées pour créer l'illusion d'un consensus spontané. Réseaux sociaux, moteurs de recherche, algorithmes de recommandation, trending topic, influenceurs, médias traditionnels, tout fonctionnant comme un système intégré de fabrication de réalité. Le document a été trouvé sur un serveur compromis d'un cabinet de conseil stratégique qui fournissait des services à de grandes corporations technologiques. Le cabinet a nié l'authenticité lorsqu'il a été confronté, mais des analyses forensiques ont confirmé que les métadonnées coïncident avec les systèmes internes de l'entreprise. Quelqu'un ne voulait pas que ce matériel circule, mais quelqu'un d'autre voulait qu'il circule. La question est, qui, de chaque côté, et pourquoi? L'une des sections les plus révélatrices traite du concept de capture cognitive. Le terme apparaît dans des rapports internes de think tank, liés à la Silicon Valley depuis au moins 2018, mais est rarement mentionné dans des discussions publiques sur les algorithmes ou les réseaux sociaux. La capture cognitive serait le processus par lequel des systèmes automatisés identifient des modèles de pensée individuels et les redirigent graduellement vers des conclusions prédéterminées. Non par la propagande directe, qui génère de la résistance, mais par la curation soigneuse d'informations que la personne reçoit au long de semaines, de mois, d'années. C'est un processus subtil. Vous faites des recherches sur l'économie, et peu à peu, les résultats commencent à pencher vers des perspectives spécifiques sur la croissance, l'inégalité, le rôle de l'État. Vous cherchez des informations sur la santé et graduellement, vos sources convergent vers certaines visions sur la médecine préventive, les traitements alternatifs, la confiance dans les institutions. Vous vous informez sur la politique internationale et, sans vous en rendre compte, vos références s'alignent avec certaines interprétations sur les conflits, les alliances, les menaces. Vous croyez vous informer librement, mais votre liberté d'information est en train d'être soigneusement sculptée. Ce qui effraie réellement n'est pas la sophistication de la technologie, mais la précision avec laquelle cela réplique d'anciens modèles de domination. Dans les registres historiques de l'expansion romaine, il y a des preuves d'une stratégie similaire. Rome n'arrivait pas dans les provinces en imposant immédiatement ses lois et coutumes. D'abord, elle établissait des partenariats avec les élites locales. Ensuite, elle introduisait graduellement des éléments culturels romains par le commerce, le divertissement, l'éducation. Des générations grandissaient en pensant qu'adopter les coutumes romaines était un choix naturel, un signe de progrès et de sophistication. Quand la conquête formelle se produisait, la population avait déjà été cognitivement capturée. La résistance était minime, parce que les gens ne s'apercevaient pas qu'ils étaient en train d'être conquis. Musk représente une version technologique de cette stratégie. Il n'impose pas ses visions par décret ou par la force. Il contrôle des infrastructures qui déterminent comment l'information circule, comment les gens se connectent, comment la réalité est organisée. Quand il a altéré les politiques de vérification sur Twitter, il ne changeait pas seulement les règles d'une plateforme. Il altérait comment l'authenticité est déterminée dans la sphère publique numérique. Quand il promeut certains récits sur les véhicules électriques, l'énergie solaire ou l'exploration spatiale, il n'exprime pas seulement des opinions personnelles. Il dirige des investissements, des politiques publiques et des attentes sociales à l'échelle mondiale. La différence entre Musk et les barons de la presse du siècle dernier est la vitesse et l'étendue. William Randolph Hearst pouvait influencer l'opinion publique américaine à travers ses journaux, mais il fallait des semaines pour qu'un récit se répande. Musk peut altérer des trending topics mondiaux en une question d'heures. Hearst dépendait de journalistes, d'éditeurs, de distributeurs, une chaîne humaine sujette aux failles et aux résistances. Musk dépend d'algorithmes qui exécutent ses directives automatiquement, à l'échelle, sans questionnement. Il y a des indices que
Cette capacité est utilisée de manière coordonnée avec d'autres centres de pouvoir. Durant les élections de 2024, des analyses indépendantes de trafic de données ont montré une synchronisation suspecte entre différentes plateformes numériques dans le timing de promotion de certains récits. Ce n'est pas une preuve de conspiration directe, mais cela suggère qu'il y a communication entre les opérateurs de ces plateformes sur le moment d'amplifier ou de diminuer la visibilité de certains thèmes. Trump, pour sa part, a perfectionné quelque chose que peu de politiciens ont compris. Comment utiliser cette infrastructure numérique pour contourner les filtres traditionnels des médias et parler directement à ses partisans. Il n'a pas besoin de convaincre des journalistes, des éditeurs ou des analystes. Il peut créer une réalité parallèle par la répétition coordonnée sur de multiples plateformes. Et quand cette réalité parallèle atteint une masse critique, elle commence à interférer avec la réalité officielle. Mais suivez mon raisonnement jusqu'ici. Ce qui est le plus perturbant n'est pas le fait que cela se produise, mais le fait que cela se produise à travers des processus qui demeurent techniquement légaux et apparemment démocratiques. Musk a acheté Twitter via une transaction commerciale standard. Trump a utilisé des plateformes numériques qui sont ouvertes à n'importe quel candidat. Des organismes comme le Forum économique mondial organisent des panels publics, avec transmission en direct, documentation disponible. Tout est transparent, tout est documenté, tout est apparemment démocratique. La capture se produit justement à travers cette transparence apparente. C'est comme si le cavalier blanc chevauchait sur la place publique, en plein jour, avec une couronne étincelante, et que tout le monde applaudissait son arrivée. Il ne se cache pas, il est célébré. Et c'est exactement cette célébration qui rend la conquête invisible pour celui qui est en train d'être conquis. Dans des documents internes de Meta, fuités par des lanceurs d'alerte en 2023, il y a des sections entières dédiées à ce qu'ils appellent l'architecture d'influence. Le terme apparaît dans des rapports sur la manière dont les algorithmes peuvent être ajustés pour promouvoir du contenu constructif et diminuer la désinformation. Mais qui définit ce qui est constructif et ce qui est de la désinformation? Et à travers quels critères ces définitions sont-elles implémentées dans des algorithmes qui affectent des milliards d'utilisateurs? Les documents suggèrent que ces définitions ne sont pas neutres ou objectives. Elles reflètent des préférences spécifiques sur l'économie, la politique, la santé publique, les relations internationales. Des préférences qui coïncident fréquemment avec les positions d'organisations mondiales qui promeuvent une gouvernance responsable et un développement durable. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans ces positions, mais il y a quelque chose d'inquiétant dans le fait qu'elles soient implémentées comme réalité par défaut pour des utilisateurs qui ne savent pas que leurs informations sont filtrées selon ces critères. Considérons un exemple concret. Durant la pandémie de Covid-19, les plateformes numériques ont implémenté des politiques de suppression de contenu qui questionnaient l'efficacité des vaccins, les mesures de distanciation sociale ou les versions officielles sur l'origine du virus. Ces politiques ont été présentées comme des mesures de santé publique destinées à protéger les utilisateurs d'informations potentiellement dangereuses. Mais des analyses ultérieures ont montré que certaines informations supprimées comme désinformation furent postérieurement confirmées par des études scientifiques ou admises par des autorités officielles. Le problème n'est pas qu'il y ait eu des erreurs. Les erreurs arrivent, spécialement durant des crises. Le problème est que la capacité de déterminer ce qui constitue la vérité ou la désinformation a été centralisée dans des organisations privées, opérant selon des critères non transparents, sans accountability démocratique, et que cette centralisation a été célébrée par la majorité de la population comme une mesure nécessaire et responsable. Le cavalier blanc avance et reçoit des applaudissements. La couronne est offerte volontairement. La conquête est sollicitée par les conquis eux-mêmes. Cette dynamique s'accélère lorsque nous observons comment différentes sphères de pouvoir commencent à converger.
Trump ne gouverne pas seulement à travers des institutions politiques traditionnelles. Il gouverne à travers des récits qui sont amplifiés par des infrastructures numériques contrôlées par des figures comme Musk. Musk, pour sa part, n'opère pas seulement comme entrepreneur. Ses décisions entrepreneuriales ont un impact politique direct et ses positions politiques influencent ses stratégies entrepreneuriales. Des organismes internationaux comme le Forum économique mondial ne fonctionnent pas seulement comme des think tanks. Ils articulent des politiques qui sont implémentées par des gouvernements nationaux et des corporations mondiales simultanément. La distinction classique entre pouvoir politique, économique et informationnel est en train de se dissoudre. Et cela se produit non par des coups d'État ou des révolutions, mais par des convergences graduelles qui semblent naturelles, inévitables, voire désirables. Dans des versions tardives de l'Apocalypse, préservées dans des traditions chrétiennes orientales, il y a une observation qui n'est jamais parvenue aux versions occidentales. Le cavalier blanc n'est pas suivi seulement par les 3 autres cavaliers. Il est suivi par une multitude qui ne savait pas qu'elle était conduite. L'image suggère que la conquête apocalyptique ne se produit pas contre la volonté des populations, mais avec leur participation enthousiaste. Les gens suivent le cavalier parce qu'ils croient qu'il les guide vers le salut. Et c'est peut-être là la clé pour comprendre le moment actuel. Nous ne résistons pas à une tyrannie évidente. Nous collaborons avec des processus que nous percevons comme nécessaires, innovants, voire libérateurs. Nous remettons notre autonomie à qui promet de nous donner plus de sécurité, plus de commodité, plus de connexion, plus d'efficacité. Nous sommes en train d'être conquis, mais la conquête est vendue comme un service. L'arc du cavalier blanc frappe à distance. Vous ne voyez même pas d'où vient la flèche. Et quand elle vous atteint, vous remerciez, parce que vous croyez que c'était exactement ce dont vous aviez besoin. Il existe un rapport de seulement 16 pages qui n'a jamais été officiellement publié. Il a circulé parmi certains conseillers à la sécurité nationale durant le premier mandat de Trump, a disparu des archives officielles durant la transition de gouvernement, mais des copies incomplètes ont ressurgi sur des serveurs de sauvegarde qui furent maintenus actifs par inadvertance, par des techniciens informatiques ayant changé d'emploi. Le titre, partiellement lisible en raison de dommages lors de la numérisation, serait quelque chose comme « Scénario post-démocratie, gouvernance par consensus manufacturé ». Le document ne discute pas de la fin de la démocratie par des coups d'État ou des révolutions. Il discute de quelque chose de plus subtil, le moment où les systèmes démocratiques continuent de fonctionner formellement, mais deviennent non pertinents dans la pratique parce que l'opinion publique a déjà été si complètement façonnée que les élections ne font que ratifier des décisions qui ont déjà été prises dans d'autres sphères. Il y a une section particulièrement perturbante sur le concept de démocratie décorative, des institutions qui maintiennent une apparence de représentativité, mais ont perdu la capacité de générer un changement réel. La page la plus endommagée du document contient des fragments d'une analyse sur ce qu'ils appellent le point de non-retour cognitif. Le texte est partiellement illisible, mais il est possible de déchiffrer certains passages. Quand plus de 78% des informations qu'une population reçoit sont médiatisées par des systèmes algorithmiques, il devient impossible de distinguer entre préférences organiques et manufacturées. La résistance démocratique perd sa base épistémologique. Le reste de la phrase a été effacé, délibérément. L'encre est brouillée d'une manière consistante avec des tentatives de censure manuelle. Quelqu'un ne voulait pas que cette conclusion soit préservée. Mais il y a des indices que ce point de non-retour a déjà été atteint dans certaines régions. Des analyses indépendantes de comportement électoral dans des États américains montrent des modèles inquiétants, une corrélation presque parfaite entre l'exposition à certains algorithmes de réseaux sociaux et les résultats de vote,
Non seulement des préférences partisanes, ce qui serait attendu, mais des préférences sur des thèmes spécifiques qui n'existaient pas dans le débat public jusqu'à ce qu'ils soient introduits par des campagnes coordonnées sur de multiples plateformes. Un exemple concret, durant les élections de 2024, des sondages ont montré que les électeurs dans certaines régions ont développé des opinions fortes sur la régulation de l'intelligence artificielle, un thème qui n'apparaissait pas dans leurs priorités politiques seulement 6 mois auparavant. L'analyse de données de navigation a révélé que ces mêmes électeurs avaient été exposés à des séquences spécifiques de contenu sur l'IA via YouTube, TikTok et Facebook. Le contenu n'était pas explicitement politique, c'était des vidéos éducatives, des interviews avec des experts, des documentaires sur la technologie. Mais la curation était soigneusement dirigée pour générer des conclusions spécifiques sur la nécessité de régulation gouvernementale versus la liberté d'innovation. Les électeurs croyaient avoir formé leurs opinions par la recherche indépendante et la réflexion personnelle, mais leurs sources d'information avaient été présélectionnées par des algorithmes qui opéraient selon des critères qu'ils ignoraient. Ils furent cognitivement conquis, mais ont expérimenté le processus comme une éducation et un empowerment. Musk représente la sophistication maximale de cette stratégie. Il n'a pas besoin de défendre des positions politiques directement. Il peut façonner les conditions sous lesquelles ces positions sont débattues. Quand il promeut certains récits sur l'exploration spatiale, il ne vend pas seulement des fusées. Il vend une vision du futur, dans laquelle certaines formes d'organisation sociale, certaines hiérarchies, certaines distributions de pouvoir semblent naturelles et inévitables. Quand il discute de la colonisation de Mars, il ne parle pas seulement de technologie, il normalise l'idée que certains individus ont l'autorité pour décider du futur de l'espèce humaine. Et les gens embrassent ces récits parce qu'ils sont présentés comme progrès, innovation, solution à des problèmes réels. Qui questionne la colonisation spatiale est dépeint comme rétrograde. Qui questionne la concentration de pouvoir dans des entreprises technologiques est dépeint comme technophobe. Qui questionne la transformation de systèmes démocratiques est dépeint comme nostalgique ou résistant aux changements nécessaires. La séduction réside dans la promesse que vous ferez partie de la solution. Le cavalier blanc ne conquiert pas seulement un territoire. Il recrute les conquis comme collaborateurs de sa propre conquête. Vous n'êtes pas victime, vous êtes pionnier, innovateur, partie d'une transformation historique nécessaire. Le récit de victimisation est pour les autres, les arriérés, ceux qui n'ont pas compris la direction inévitable de l'histoire. Trump a perfectionné cette dynamique au niveau politique. Ses partisans ne se voient pas comme les suiveurs d'un leader autoritaire. Ils se voient comme des patriotes restaurant la vraie démocratie contre des élites corrompues. Quand Trump questionne des résultats électoraux, il ne voit pas une attaque contre la démocratie. Il voit une défense de la démocratie réelle contre une démocratie fausse, contrôlée par des intérêts obscurs. Quand Trump concentre le pouvoir, il ne voit pas d'autoritarisme. Il voit un leadership fort nécessaire pour briser un système autoritaire déguisé en démocratie. L'inversion est complète. Résister au cavalier blanc est ce qui constitue l'autoritarisme. Soutenir le cavalier blanc est ce qui constitue la défense de la liberté. Il y a des preuves que cette inversion est coordonnée à l'échelle mondiale. Des documents internes du Forum économique mondial, obtenus par des fuites en 2025, montrent comment le langage sur la gouvernance responsable et le stakeholder capitalisme est délibérément construit pour présenter la concentration de pouvoir dans des élites techniques comme une démocratisation du pouvoir. La logique est simple. La démocratie traditionnelle est limitée par des frontières nationales et la connaissance technique. Les problèmes mondiaux requièrent des solutions mondiales implémentées par des experts mondiaux. Par conséquent, transférer le pouvoir de gouvernements nationaux vers des organismes internationaux techniques n'est pas une réduction de la démocratie, mais une expansion de la démocratie pour des problèmes que les démocraties locales ne parviennent pas à résoudre.
L'argumentation est séduisante parce qu'elle contient des vérités partielles. Le changement climatique, la régulation technologique, les pandémies sont réellement des problèmes qui transcendent les frontières nationales. Les démocraties nationales ont réellement des difficultés à coordonner des solutions mondiales. Les experts techniques comprennent réellement des aspects de ces problèmes mieux que les politiciens élus ou les populations profanes. Mais la conclusion, transférer l'autorité décisionnelle à des élites techniques non élues, est présentée comme la seule alternative logique, alors qu'en vérité, elle n'est qu'une parmi plusieurs alternatives possibles. D'autres alternatives incluraient de renforcer les mécanismes démocratiques internationaux, de créer des formes d'accountability pour les experts, de développer des systèmes de participation citoyenne dans les décisions techniques. Mais ces alternatives sont systématiquement exclues du débat, non par la censure directe, mais par la curation algorithmique qui promeut certaines solutions et en obscurcit d'autres. Le résultat est que les populations mondiales convergent vers une conclusion qui semble inévitable. La démocratie traditionnelle est inadéquate pour les défis contemporains et une certaine forme de gouvernance technocratique est nécessaire. Cette convergence ne se produit pas par la propagande, mais par l'exposition soigneusement orchestrée à des informations qui mènent logiquement à cette conclusion. Mais suivez mon raisonnement jusqu'à la fin. Ce qui est le plus perturbant n'est pas que cela soit en train d'arriver, mais que cela semble fonctionner. Les pays qui ont adopté des modèles de gouvernance plus technocratiques montrent, dans de nombreux cas, des résultats supérieurs dans les indicateurs de développement, de durabilité, d'innovation. Singapour, la Corée du Sud, certains cantons suisses opèrent avec des systèmes qui limitent la démocratie directe en faveur de l'expertise technique, et leurs citoyens rapportent des niveaux élevés de satisfaction envers la gouvernance. La séduction du cavalier blanc fonctionne parce qu'elle n'est pas complètement fausse. Il y a des bénéfices réels à échanger l'autonomie démocratique contre l'efficacité technocratique. Il y a des avantages réels à accepter que certaines décisions soient mieux prises par des experts que par des populations. Il y a des gains réels à permettre que des algorithmes organisent l'information de manière plus efficace que la recherche individuelle. Le problème est que ces bénéfices viennent avec des coûts qui ne deviennent visibles qu'après que la transition a déjà eu lieu, quand les systèmes démocratiques ont été suffisamment vidés, quand la résistance est devenue impraticable, quand les alternatives ont été oubliées ou sont devenues impensables. Dans des manuscrits tardifs de l'Apocalypse, il y a un passage qui est rarement cité. Après que le premier cavalier passe, les hommes cherchèrent des gouverneurs, mais ne trouvèrent que des administrateurs. La différence est subtile, mais cruciale. Les gouverneurs répondent aux populations. Les administrateurs répondent au système. Les gouverneurs peuvent être destitués quand ils échouent. Les administrateurs ne peuvent être remplacés que par d'autres administrateurs. La conquête du cavalier blanc s'achève quand l'idée même de gouvernance démocratique devient nostalgique, impraticable, voire dangereuse, quand l'efficacité technique est vue comme valeur suprême, quand l'expertise remplace la légitimité populaire comme critère d'autorité, quand les algorithmes sont plus fiables que les élections. Et alors vous vous rendez compte qu'il n'y a plus personne contre qui voter. Non parce que le vote a été interdit, mais parce que toutes les options dans le système mènent au même résultat. Les candidats, eux, peuvent avoir des noms différents, des partis différents, mais tous opèrent à l'intérieur de paramètres déterminés par des forces qui ne sont pas sujettes au scrutin électoral. Le cavalier blanc n'a plus besoin de la couronne. La couronne est devenue décorative. Le pouvoir réel réside dans l'infrastructure invisible qui détermine quels choix sont disponibles, quelles informations circulent, quels problèmes reçoivent de l'attention, quelles solutions semblent viables. Vous avez été conquis de manière si complète que vous ne vous souvenez même plus de ce que serait résister. Et au fond, vous n'êtes pas sûr de vouloir résister, parce que le système, il fonctionne,
Il est pratique, il résout des problèmes réels. La conquête a été si réussie qu'elle est devenue indiscernable du salut. Le premier cavalier a rempli sa fonction. Le terrain est préparé. Les résistances ont été neutralisées. Les populations ont été pacifiées par leur propre collaboration. Maintenant, la voie est ouverte pour les autres cavaliers. Et quand ils arriveront, personne ne se souviendra plus qu'une fois il fut possible de dire non